Bonjour, je suis Corinne Coleman, je suis infirmière pour la société CEP. Voilà, donc nous avons le plaisir ce soir de vous accueillir pour ce webinaire sur la CEP chez l'enfant. On va aborder donc la thématique des symptômes, du traitement et puis des enjeux que ça peut avoir. Pour ce faire, nous avons le plaisir d'accueillir donc la doctoresse Stéphanie Garcia Tarodo, chef de clinique en neuropédiatrie au HUG. Et puis, nous commencerons par une présentation de la part de la doctoresse Garcia Tarodo et ensuite, à la fin, vous pourrez lui poser donc vos questions. Pour lui poser les questions, je vais vous montrer comment faire. Donc, hop, voilà. Donc, on ne va pas vous entendre durant la présentation et puis vous pouvez donc poser les questions aux intervenants via le chat. Donc, c'est en haut à droite de votre écran, vous avez le panel de commandes comme celui-ci. Et puis, vous avez un onglet qui s'appelle questions. Et là, vous pouvez écrire les questions et envoyer surtout. Ce soir, donc, il est important que nous respections le timing, donc je ne peux pas vous donner la parole, mais si vous avez des questions donc en suspens, je me ferai une joie de les recevoir par mail et ainsi les relayer à la doctoresse au besoin. Voilà. Donc, je vais donner la parole maintenant à la doctoresse. Je vais vous donner l'écran. Voilà. Est-ce que vous avez reçu? J'ai reçu, voilà. C'est parfait. Ça s'affiche. Voilà. Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Stéphanie Garcia Tarodo, donc je suis la chef de clinique ici à l'unité de neuropédiatrie au ZUG. Juste pour vous donner un petit peu mon parcours. Donc, j'ai fini ma pédiatrie ici à Genève. J'ai fait une partie de ma neuropédiatrie également, puis ensuite je suis partie aux États-Unis. Je suis partie à Houston, où il faisait un temps bien différent qu'ici. Et puis j'ai fait une formation surtout ciblée dans les maladies neuro-inflammatoires chez l'enfant et puis plus particulièrement la sclérose en plaques. Et puis tout dernièrement, donc depuis mon retour, on a ouvert maintenant une consultation de neuroimmunologie ici aux U pour suivre les enfants qui ont une atteinte inflammatoire qui touche soit le système nerveux central, soit le système nerveux périphérique. Mais voilà, en tout cas, l'histoire d'aujourd'hui, c'est la sclérose en plaques. Et puis, je pense que tous ceux qui écoutent, vous avez entendu une définition qui vous a été donnée par votre médecin traitant. Vous avez tous compris que c'est une maladie qui touche le système immunitaire et qui touche le système nerveux central. Quand on parle du système nerveux central, on parle du cerveau et de la moelle épinière. À partir du moment où les racines ont quitté la moelle épinière, on ne parle plus de système nerveux central. À ce moment-là, on parle de système nerveux périphérique. Donc la sclérose en plaques ne touche que le système nerveux central et ça implique les cellules blancs du système immunitaire qui fait partie de notre système pour se défendre contre des virus, contre des bactéries. Et puis pardon, il y a un certain nombre de cellules différentes qui sont impliquées. C'est pas important de connaître tous ces différents types, mais à savoir que certains de ces cellules produisent des anticorps et ces anticorps qui sont normalement dirigés contre des protéines du non-soi, donc des protéines extérieures, pour une raison se dirigent contre des protéines du soi. Et en l'occurrence, dans la sclérose en plaques, se dirige contre la myéline, qui est une protéine qui
qui enveloppe les nerfs dans le système nerveux central, qui protège en fait donc ces nerfs et qui permet aussi surtout que le message se transmette rapidement et correctement. Donc, ça, c'est lorsque cette myéline qui est autour du nerf ou autour de l'axone, la partie plus spécifique du nerf, elle est touchée, donc ça entraîne une inflammation et ça entraîne une perte de myéline. Donc, vous avez probablement entendu parler du terme de démyélinisation. Donc, ça, c'est quand on perd cette myéline protectrice autour des nerfs. Et c'est ça qui fait que cette conduction nerveuse, elle se fait plus correctement, elle se fait plus lentement et ça aboutit aux symptômes neurologiques. Pardon. Alors, j'essaie de passer. Alors en fait, je ne peux pas avancer. Ah si, maintenant je peux avancer. Pardon, excusez-moi, c'est bon. Quand on regarde un peu l'incidence de la sclérose en plaques à l'échelle mondiale, et puis quand on regarde un petit peu sur les 20 dernières années, on voit que cette incidence, elle est en augmentation, tantôt chez l'enfant que chez l'adulte. Et puis l'âge typique de début des symptômes, ça reste à l'âge adulte, entre l'âge de 25 avec un pic autour des 30 ans. Mais voilà, la tranche d'âge d'apparition, elle s'étend jusqu'à donc le plus jeune enfant avait 2 ans. À savoir que c'était un diagnostic plus rétrospectif. Hein, à l'âge de 2 ans, c'était pas le premier diagnostic qui avait été évoqué, mais a posteriori, les symptômes avaient commencé vers l'âge de 2 ans. Donc tout ça pour dire que la tranche d'âge, elle est extrêmement variable. On sait que c'est quelque chose qui est plus fréquent chez les filles que chez les garçons, surtout après la puberté. Et puis, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que 5% des personnes qui ont une sclérose en plaques sont diagnostiquées avant l'âge de 18 ans, mais que probablement jusqu'à 10%, en revenant un petit peu en arrière, avaient déjà eu des symptômes pendant l'enfance. C'est très difficile de donner une incidence de la maladie parce que, comme vous voyez sur la carte, il y a vraiment une variation géographique de cette incidence, avec plus on est proche de l'équateur, une incidence qui est plus basse, plus on s'éloigne, l'incidence qui augmente. En Europe centrale, on est aux alentours de 5 à 6 pour 100 000 par an chez l'adulte. Et puis, comme on va en discuter avec la prochaine slide, chez l'enfant, on parle de syndrome démyélinisant qui comprend la sclérose en plaques. Et parmi ces syndromes, la sclérose en plaques, ça représente à peu près 2 sur 100 000 par année. Et puis, comme vous le voyez ici à droite, la tranche d'âge d'apparition des premiers symptômes, elle est très nettement à l'âge de l'adolescence. Il y a moins de 1% des enfants qui vont avoir des symptômes avant l'âge de 10 ans. En fait, avec le partage de l'écran, il y a eu un... Voilà, c'est bon. Donc, chez l'adulte, quand on suspecte une atteinte de cette myéline, qu'on appelle une démyélinisation primaire, donc une maladie qui est dirigée contre la myéline en premier, c'est presque toujours une sclérose en plaques. Chez l'enfant, la sclérose en plaques reste l'une des possibilités de cause d'une atteinte de la myéline du système nerveux central. Ce qui fait que chez l'enfant, le bilan, les investigations qui sont nécessaires pour amener à ce diagnostic sont peut-être beaucoup plus longs que ce qu'on ferait chez l'adulte. Parmi ces investigations, on fait toujours une imagerie. C'est important de faire une imagerie cérébrale et une imagerie au niveau de la moelle, parce que des lésions au niveau de la moelle ont
une valeur pronostique. Et puis c'est surtout important de voir s'il y a des lésions au moment du diagnostic pour que par la suite, sous traitement, on puisse avoir une bonne idée de la réponse au traitement, s'assurer qu'il n'y a pas de nouvelles lésions qui apparaissent sous traitement. Et puis en parallèle à l'imagerie, on fait des analyses dans le sang et une ponction lombaire avec des analyses du liquide qui entoure le cerveau, qui entoure la moelle, ce liquide qu'on retrouve en fait donc tout en bas du dos, là où il n'y a plus de moelle. Et puis dans ces deux endroits, le sang et le liquide céphalorachidien, on recherche des éléments inflammatoires et surtout des éléments pour nous dire que l'inflammation, elle est purement au niveau du système nerveux central. Il n'y a pas d'inflammation en parallèle dans le sang, puisque ça, ce serait plutôt en faveur d'une maladie inflammatoire, mais pas seulement cérébrale, une maladie qui touche tout le système. On appelle ça une maladie inflammatoire systémique. Donc, comme je vous disais, cette incidence en fait donc de maladies démyélinisantes inflammatoires, elle est autour de 2 à 100 000 par année, et on sait qu'après un premier épisode de maladie démyélinisante, on va parler des symptômes tout de suite, il y a environ un tiers qui vont évoluer vers une sclérose en plaques. Donc nous, ce que ça importe, c'est que pour les enfants qui ont une première des symptômes qui évoquent une maladie démyélinisante, c'est très important de les suivre sur du moyen terme pour s'assurer qu'il n'y a pas de nouveaux symptômes pour suspecter une sclérose en plaques. Donc généralement, on dit que c'est un tiers qui évolue vers une sclérose en plaques, c'est dans les 2 années qui suivent la première apparition. Le suivi, généralement, il se fait sur 5 ans. Et si en 5 ans, il n'y a pas eu de nouveaux symptômes, on estime que c'était un épisode isolé et pas une maladie récidivante comme la sclérose en plaques. Alors, on vous a probablement dit, mais la sclérose en plaques, il n'y a pas un test que l'on peut faire dans le sang pour confirmer le diagnostic, tout comme il n'y a pas une seule cause qui provoque cette maladie. Il s'agit de plusieurs facteurs, tantôt peut-être un terrain génétique, mais qui n'est pas toujours présent, et puis surtout un ensemble de facteurs environnementaux. Du point de vue de la génétique, on sait que lorsqu'il y a un parent de premier degré qui présente une sclérose en plaques, le risque il est très légèrement augmenté pour l'enfant. Ce risque, donc génétique si on veut, il augmente par exemple si vous regardez chez les jumeaux monozygotes, donc des vrais jumeaux. On sait que si un jumeau a une sclérose en plaques, le risque est augmenté de 300 fois. Donc, il y a un terrain génétique, mais comme vous pouvez le voir, il s'agit seulement de 30%. On est loin des 100%, ce qui fait que la génétique, elle n'explique pas tout. Probablement parce que ce n'est pas un seul gène qui est impliqué, mais un ensemble de gènes associés à un ensemble de facteurs environnementaux. Et puis, il y a eu de nombreuses études qui ont regardé ces différents facteurs environnementaux. Il y en a surtout 4 retrouvés comme facteurs pouvant augmenter le risque. Une déplétion en vitamine D est un facteur qui revient. L'obésité chez l'enfant, c'est un facteur également qui est retenu pour augmenter le risque d'une maladie inflammatoire et notamment la sclérose en plaques. L'exposition au tabagisme, donc le tabagisme passif chez les enfants, est un facteur de risque. Et puis, un certain nombre de virus peuvent augmenter ou peuvent diminuer le risque. Donc, le virus qu'on appelle l'Epstein-Barr virus, qui est un virus qui est responsable de la mononucléose, augmenterait le risque. Et puis, un autre virus qui peut également donner une mononucléose, qu'on appelle le CMV, ce virus-là pourrait plutôt diminuer le risque. Donc, ce sont tous des facteurs finalement qui stimulent notre système immunitaire et donc qui augmentent un petit peu le risque que ce système immunitaire emprunte la direction d'une auto-immunité. Je suis désolée, le passage
chaque fois. Alors, les symptômes neurologiques évocatrices, ça se chevauche avec beaucoup d'autres maladies neurologiques, mais une des particularités de la sclérose en plaques, et notamment chez l'enfant, c'est que ça évolue sous forme de poussées et de rémission. Donc des poussées où il y a une attaque du système nerveux central par les cellules blancs, où il y a des symptômes qui apparaissent. Et puis ensuite, il y a une rémission, donc les symptômes qui disparaissent complètement ou qui disparaissent partiellement. Et puis cette évolution, c'est 99% des cas chez l'enfant. Chez l'adulte, vous avez peut-être entendu, il n'y a pas qu'une évolution en poussée en rémission, il y a aussi une évolution progressive où finalement les symptômes apparaissent, peuvent diminuer, mais il y a toujours un résidu. Il n'y a jamais en fait donc le retour à l'état neurologique initial. Les symptômes typiques qu'un enfant ou un adulte peut avoir avec une sclérose en plaques, c'est une faiblesse, donc l'impression de ne plus pouvoir bouger une jambe ou un bras. Ça peut être une perte de sensation, de ne plus pouvoir sentir un jambe ou une bras ou une partie, un côté du visage, ou bien au contraire, avoir l'impression d'avoir des sensations en plus que normalement, des fourmillements. Parfois, il peut y avoir des vertiges, donc en marchant, ou un déséquilibre à la marche. Une atteinte assez typique dans la sclérose en plaques, c'est une atteinte au niveau du nerf optique, donc également entouré de myéline, et ça se manifeste par l'impression de voir flou. Donc généralement l'apparition, elle se fait pas de manière brutale, ça se fait progressivement sur 24-48 heures, et souvent associé à ce flou visuel, il y a l'impression de ne pas pouvoir bien discriminer les couleurs, et souvent également une douleur lorsqu'on bouge l'œil. Donc ça, c'est vraiment typique pour une inflammation du nerf optique. Les voies optiques plus en arrière peuvent également être touchées. Et là, généralement, ça se manifeste par une vision double, l'impression de voir les choses à double. Parfois, la distinction entre le flou et puis la vision double, elle n'est pas toujours évidente, même chez l'adulte, mais encore plus chez l'enfant. Et puis peut-être un peu plus rarement chez l'enfant que chez l'adulte, mais peuvent également se plaindre tout d'un coup de fuite urinaire, l'impression de ne plus pouvoir contrôler la vessie. Parfois aussi, il peut y avoir une perte de contrôle des selles. Et généralement, cette incontinence, elle traduit une lésion au niveau de la moelle, plus qu'une lésion au niveau cérébral. Donc toujours le système nerveux central, mais plutôt une lésion au niveau de la moelle. Et puis après, il y a des symptômes qu'on ne demande pas assez, mais qui sont des symptômes plus généraux, et qui sont notamment la fatigue, la difficulté de pouvoir se concentrer, des douleurs, donc des symptômes qui sont plus chroniques, mais qui sont néanmoins témoins de cette inflammation au niveau du cerveau. Il y a très probablement des différences au niveau de la physio, de l'inflammation cérébrale que l'on ne connaît pas encore bien entre l'adulte et l'enfant. Mais cliniquement, on connaît bien des différences. La première, c'est que la sclérose en plaques chez l'enfant, elle est beaucoup plus active que chez l'adulte. Chez l'adulte, on a entre 0 à 2 nouveaux épisodes par année. Chez l'enfant, on est plus souvent autour de 2 à 3 nouveaux épisodes neurologiques par année. On parle de rechute ou de poussée quand il y a des nouveaux symptômes. Et puis, on sait aussi, après un premier épisode, que beaucoup d'enfants auront une deuxième attaque, une deuxième rechute dans la première année, dans l'année qui suit. Donc, une maladie plus active. Une maladie également qui est plus inflammatoire. Ça se traduit typiquement par l'enfant qui peut avoir
plus que seulement un symptôme visuel ou plus que seulement un symptôme de vertige, mais plus souvent un ensemble de symptômes de vertige visuel, éventuellement une atteinte au niveau de la force. Donc souvent, il y a de multiples symptômes au moment de la présentation clinique. Et puis, on a des signes qui sont assez marqués, surtout dans le liquide donc, qu'on analyse au niveau de, après la ponction lombaire, pour dire qu'il y a une importante inflammation lors de ces poussées. Par contre, les enfants sont extrêmement résilients, les enfants et les adolescents sont extrêmement résilients, et il y a une très bonne récupération lors de ces poussées. Ce qui fait que même si la maladie, elle se manifeste plus tôt, comparé à l'adulte, il y a très peu de progression sur les 10 premières années. Ce qui, bien entendu, est une très bonne chose, mais néanmoins, il y a une importance de commencer un traitement tôt chez ces enfants-là parce que on sait que cette maladie a commencé plus tôt et donc on sait que le moment où les symptômes vont commencer à s'accumuler va également se faire de manière plus tôt. Et ça, souvent, c'est quelque chose qui peut être difficile pour la famille, difficile pour l'adolescent, puisque finalement, c'est une maladie qui est invisible. C'est une maladie qui peut donner l'impression qu'on n'a pas besoin de prendre de traitement tant qu'il n'y a pas de symptômes. Et puis, c'est pour ça que dans le suivi de tout enfant comme tout adulte avec une sclérose en plaques, c'est très important d'avoir un suivi régulier en clinique, mais c'est également très important d'avoir un suivi régulier à l'imagerie. Donc, généralement, on va y revenir, mais de faire une IRM cérébrale et de la moelle environ une fois toutes les années ou tous les 2 ans si la maladie est stable, reste toujours nécessaire parce qu'on peut avoir des nouvelles lésions qui apparaissent à l'imagerie alors qu'il n'y a eu aucune traduction clinique. Et puis une autre atteinte qui est peut-être plus marquée chez l'enfant par rapport à chez l'adulte, c'est une atteinte de la cognition. La cognition, c'est un tout petit peu tout ce qu'on a besoin à l'école, tout ce qu'on a besoin au travail pour être attentif, pour pouvoir enregistrer de nouvelles informations, pour pouvoir manipuler plusieurs activités en même temps. Et ça, on sait que un certain nombre de ces capacités sont touchées chez l'enfant et dans certaines études, en fait, donc ça représente jusqu'à 2/3 des enfants qui ont une atteinte cognitive de sévérité très variable, donc le léger jusqu'à plus sévère. Le diagnostic de la sclérose en plaques, ça repose sur, vous avez peut-être entendu un certain nombre de critères à la fois cliniques, donc à l'examen neurologique, qui doivent être présents, et un certain nombre d'éléments à l'imagerie et à la ponction lombaire. Tous ces examens doivent montrer que il s'agit d'une maladie qui touche différents endroits, donc différents endroits au niveau du cerveau. On parle d'une dissémination dans l'espace et doivent également montrer que ces lésions apparaissent à différents moments. C'est-à-dire qu'il y a soit 2 phénomènes cliniques, il y a eu 2 épisodes isolés de nouveaux symptômes neurologiques, ou bien à l'imagerie, on a des lésions qui sont anciennes, où il n'y a pas d'inflammation active, et des lésions qui sont nouvelles, où il y a une inflammation active. Et puis, vous avez probablement entendu que quand on fait l'IRM, on injecte un produit de contraste. On fait donc des images sans produit de contraste et puis ensuite on injecte un produit de contraste pour voir si ce produit de contraste il va aller se mettre au niveau de certaines lésions, au niveau du cerveau ou au niveau de la moelle. Et si c'est le cas, ça témoigne en fait d'une inflammation puisque normalement il y a une barrière entre le sang et le cerveau. S'il y a une inflammation, cette barrière, elle est rompue. Ce qui fait que le produit de contraste, il peut passer la barrière et il peut aller se loger
à l'endroit des lésions. Donc ça nous dit s'il y a des lésions qui prennent le contraste ou s'il y a des lésions qui ne prennent pas le contraste. Et ça nous permet donc de dire s'il y a des lésions qui sont actives, inflammatoires, des lésions qui sont anciennes, et donc s'il y a une dissémination, pas dans l'espace, mais dans le temps. Au moment d'une poussée, chez l'adulte, pas toujours, mais en tout cas, en pédiatrie, on hospitalise toujours pour donner le traitement. Le traitement lors d'une poussée, il s'agit de donner des anti-inflammatoires, donc à forte dose, qu'on appelle des corticoïdes, et puis on le donne par la veine, donc on pose un cathéter veineux, on donne le médicament de manière répétée pendant généralement 5 jours. Et puis, à la fin de ces 5 jours, on s'attend à ce qu'il y ait une amélioration. C'est-à-dire que soit les symptômes ont complètement disparu, ou bien on voit que les symptômes sont nettement diminués. En tout cas, il n'y a pas de nouveaux symptômes, ou bien les symptômes ne sont pas les mêmes. Si c'est le cas, souvent on escalade le traitement avec d'autres thérapies par la veine. Si ce n'est pas le cas, l'enfant ou l'adolescent peut sortir. Et puis généralement, on garde un traitement par les corticoïdes, donc par la prednisone, pour une période de 4 semaines, avec un schéma un peu de diminution de la dose sur ces 4 semaines. Donc ça, c'est le traitement en aigu, si vous voulez, au moment des symptômes de ces poussées. Ensuite, le traitement au long terme. Donc là, c'est un traitement qui demande plusieurs choses. Ça demande déjà un dialogue entre l'enfant, la famille et puis le médecin. Il faut que nous, on connaisse un petit peu la routine, qu'on connaisse un petit peu quelle serait la modalité d'administrer ce traitement, quelles sont les craintes, quelles sont les questions. Donc cette mise en place d'un traitement au long terme, ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça se fait généralement sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour qu'on puisse trouver le traitement qui convient tantôt à la vie de l'enfant, de l'adolescent, et tantôt à la maladie. C'est-à-dire tantôt au nombre de lésions que l'on voit, si c'est une maladie qui paraît très active, très agressive, comparée à une maladie qui paraît moins active, peut-être moins agressive. D'accord ? Et puis là, je vous montre un petit peu l'ensemble des traitements qui existent, mis à jour en permanence, donc notamment en 2019, donc il y a 2 nouveaux médicaments qui sont sur le marché. Ça, c'est tout ce qui est à disposition chez l'adulte. Et puis, depuis le temps, donc ces traitements donc se sont bien sûr adaptés. Hein. Donc, initialement, c'était vraiment que des injectables, des injections qu'on se faisait en sous-cutané ou en intramusculaire. Et puis, ces traitements-là, maintenant, ils ont des modalités beaucoup plus avancées où on voit plus d'aiguilles. Il y a donc un système comme le Rebis Smart en fait, donc où la dose elle est déjà préétablie. Il y a même des rappels en fait, donc qui peuvent être donnés pour ne pas oublier de prendre la dose. Et puis petit à petit également, le traitement a évolué vers ces injections en sous-cutané, vers un traitement par la bouche, donc bien entendu plus facile à prendre chaque jour, à des infusions, donc un traitement par la veine, mais des infusions qui se font de manière beaucoup moins régulière, c'est-à-dire entre 1 fois par mois pour un des médicaments à 1 fois tous les 6 mois. Donc, une évolution tantôt au niveau du mode d'administration que, bien entendu, l'impact sur la famille. Mais voilà, c'est une décision qui est propre à l'adolescent, c'est une décision qui est propre à la famille, puisque l'importance de tous ces traitements, c'est qu'il y a une bonne compliance. Traitements disponibles chez l'enfant, c'est-à-dire avec des études qui ont montré une sécurité d'utilisation et une efficacité chez l'enfant. Donc la liste, elle est moins longue, mais on s'approche très rapidement
Et je pense que pour les molécules qui sont sorties en 2019, alors les études en fait donc vont être beaucoup plus rapides à se mettre en place pour les évaluer chez l'enfant. Vous avez toujours les injectables en fonction de la fréquence. Parfois c'est une fois par semaine, parfois c'est 3 fois par semaine pour le Rebif. Pour le Copaxone chez l'enfant, c'est tous les jours en raison de la dose. Grosso modo, il y a une très bonne efficacité qui va avec le fait que ce sont des traitements qui ne suppriment pas le système immunitaire, mais qui vont le moduler. Donc, les effets secondaires sont liés plus à l'administration, donc des réactions aussi. Parfois, on peut avoir des réactions plus importantes, plus systémiques, avec l'impression d'avoir des symptômes, pas seulement à l'endroit où on fait l'injection, mais des symptômes qui touchent un petit peu tout le corps, des choses qui sont encore tolérées et rares, et puis qui demandent pas beaucoup de monitoring, pas beaucoup de suivi, puisque ce sont des traitements qui sont moins suppresseurs sur le système immunitaire. Puis après, vous avez les 3 autres, donc ce sont les médicaments plus récents, donc qui se donnent soit en infusion, soit ce sont des comprimés à prendre tous les jours, qui sont bien entendu plus efficaces en termes de diminuer le risque de nouveaux symptômes par année. Donc, on s'approche de plus en plus du 100%. Mais ce sont des traitements qui ont un effet beaucoup plus suppresseur sur le système immunitaire. Donc, il y a plus de surveillance à faire avant de commencer le traitement, et puis plus de surveillance à faire durant ce traitement. Donc, les médicaments doivent être efficaces sur la maladie, de ne pas entraîner de nouvelles lésions, mais doivent également être tolérés. Tolérés également dans le sang. Donc, ça demande des prises de sang, généralement tous les 3 à 6 mois. Une fois qu'on est sur un médicament depuis un moment et puis qu'on voit qu'il est bien toléré, on peut espacer ces contrôles. Mais au début, ça demande un suivi régulier et puis une certaine dialogue entre médecin et l'enfant et la famille pour s'assurer que le médicament il est bien toléré. Je suis peut-être à disposition pour parler d'un médicament particulier si vous avez, mais peut-être je passe les détails de chaque médicament. Alors, cliniquement, ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas de nouveaux symptômes. Et puis là-dessus, on est strict chez l'enfant, peut-être plus que chez l'adulte. On veut aucune nouvelle poussée et on veut aucune nouvelle lésion à l'IRM cérébral. Vous avez peut-être entendu parler de ce NEDA dans la littérature. Donc, ça veut vraiment dire qu'il n'y a aucun signe d'activité inflammatoire. Donc, on fait une IRM cérébrale chaque année et après un certain temps, ça peut se faire chaque 2 ans. Pas toujours besoin non plus d'injecter. Donc, pareil, on peut aussi faire tous les 2 ans avec une injection. À chaque fois qu'on vous voit en consultation, c'est important de refaire un tour au niveau des effets secondaires, qu'il n'y a pas eu d'infection sous traitement, notamment sous les traitements immunosuppresseurs, qu'il n'y a pas eu de réaction au site d'injection, qu'il n'y a pas eu de réaction allergique, et puis de faire le bilan sanguin. Important également de suivre l'impact au niveau de la vie quotidienne. Donc, cette fatigue que je vous disais au début, elle est rapportée en fait donc lorsqu'on demande dans jusqu'à 80% des cas. Souvent également l'anxiété, la dépression, peut-être plus marquée chez l'adolescent que chez l'enfant et chez l'adulte. Il y a des symptômes qu'on retrouve plus souvent chez l'adulte, mais qui peuvent également apparaître chez l'enfant, donc une spasticité, une sensation de raideur au niveau d'une jambe, au niveau d'un bras, qui peut être donc à la suite d'une poussée. Cette incontinence qui parfois peut être difficile d'en parler. Et puis les difficultés scolaires, surtout des difficultés au niveau de la concentration, on va y revenir après. Et puis il y a beaucoup de littérature qui est faite maintenant chez l'adulte et puis qui commence chez l'enfant pour montrer
il y a un important impact qu'on peut avoir en fait donc sur ces symptômes, sur l'évolution de la maladie, qui n'est pas seulement le traitement immunosuppresseur ou immunomodulateur, mais qui concerne la diète, qui concerne le poids, qui concerne l'activité physique. Et ces aspects-là, en fait, donc, ont un effet qui est souvent bien meilleur sur la fatigue, sur l'anxiété, sur les difficultés scolaires que d'introduire un médicament symptomatique. Dans les études sur la diète, dans les maladies inflammatoires, et puis plus particulièrement dans les maladies inflammatoires qui touchent le système nerveux central, comme la sclérose en plaques, on sait que, comme je vous l'ai dit, on améliore ces symptômes qui sont là un peu chaque jour. Cette fatigue, éventuellement des douleurs, ces difficultés cognitives. Et puis, on sait que en combinant un certain nombre de facteurs environnementaux, non seulement on améliore ces symptômes chroniques, mais on diminue également de manière significative le risque de nouvelles poussées. Donc, en fait, on agit sur l'évolution de la maladie. Et ces facteurs combinés, ça concerne donc le poids, donc d'avoir un BMI qui est le poids divisé par la taille au carré, inférieur au 25, donc de ne pas être ni en surpoids ni en obésité, de suivre une diète où on a des apports augmentés en fruits et en légumes, on a des apports augmentés en céréales complètes. Tout ceci, ils ont des effets anti-inflammatoires au niveau intestinal qui se traduit au niveau cérébral. On diminue donc les sucres ajoutés. Donc ici, en fait, donc au niveau du dessin, vous voyez ce qui est sucre ajouté à gauche et puis ce qui est vrai sucre à droite. Donc de privilégier l'apport des vrais sucres et de diminuer les apports des sucres ajoutés. Et puis également de diminuer l'apport de viande rouge et de charcuterie. Donc, quand j'étais à Houston, au Texas, au fait, donc, je disais à mes patients qu'ils pouvaient manger la viande rouge qu'une fois par semaine. Alors, ça passait pas toujours très bien, mais il y a vraiment des études qui ont montré qu'une diminution de la viande rouge, qui est très riche en fer et qui a un effet pro-inflammatoire, peut avoir un effet bénéfique en fait, donc, dans le cadre d'une maladie auto-immune. Et puis après, donc ça, je pense que vous avez de toute façon entendu, souvent on fait une supplémentation en vitamine D. Donc là, vous avez tout ce qui est aliments riches en vitamine D, le saumon, les œufs, le lait complet. Et puis, en effet, souvent, on donne quand même une dose entre 800 et 1000 unités par jour à prendre tous les jours en parallèle. Il y a des études qui ont montré d'autres éléments aussi au niveau de la diète, donc de diminuer l'apport en sel. Il y a des études aussi qui ont montré éventuellement de faire des supplémentations avec de la biotine. Ce sont tous des éléments qui sont impliqués dans l'énergie de la cellule. Donc, quand il y a une inflammation, d'apporter plus d'énergie permettrait de réparer l'inflammation. Les probiotiques également, de l'oméga 3, et puis l'acide lipoïque. Ce sont tous des éléments qui sont plutôt discutés encore dans la littérature et d'autant plus chez l'enfant. Et puis la deuxième chose extrêmement importante à prendre dans le suivi, c'est l'exercice physique. Alors on sait par des questionnaires que la prévalence d'inactivité chez une personne atteinte d'une sclérose en plaques, elle est significative, on s'approche des 30%. Et puis il y a des études, donc ça ce sont des études tirées de chez l'adulte, mais ici sur cette courbe vous voyez que si on n'a aucun traitement, donc ça c'est un tout petit peu l'évolution de la maladie avec la perte en termes de fonction. Si on fait seulement le traitement immunomodulateur ou immunosuppresseur, donc très nettement on augmente, on diminue l'apparition de symptômes.
Et si on ajoute en plus une activité physique, on améliore encore plus le pronostic, quel que soit le moment où on commence l'exercice, que ce soit au début ou même en cours, qu'on commence donc une activité physique régulière, on améliore les symptômes. Et puis, il y a beaucoup d'études qui ont regardé un petit peu au niveau du programme recommandé, quel est le type d'exercice. Et puis, ce qui en ressort surtout, en fait, donc, c'est qu'il faut que ce soit des exercices combinés qui touchent à la fois le cardio-respiratoire, le renforcement musculaire et puis des exercices d'étirement, de flexibilité. Les exercices cardio-respiratoires, on dit entre 2 à 5 fois par semaine. Vous voyez un petit peu la durée, hein, donc ça peut aussi être très court. Des exercices de renforcement musculaire également. On dit généralement aussi d'avoir en tout cas 48 heures entre deux séances, donc 2 à 3 fois par semaine. Par contre, les exercices de flexibilité, que ce soit en fait donc du stretching que vous faites à la maison, que ce soit des cours de yoga, ça on peut le faire vraiment tous les jours pour prévenir certains symptômes qui peuvent apparaître avec l'évolution de la maladie, qui sont notamment cette spasticité ou cette contracture qui peut arriver au niveau surtout des jambes. Et puis, il y a un certain nombre de questions qui me reviennent en consultation par rapport au vaccin et la sclérose en plaques. Donc là aussi, à disposition peut-être pour répondre à des questions plus ciblées. Donc le plan de vaccination doit être à jour avant de commencer un traitement immunosuppresseur. C'est vrai que souvent je fais je regarde dans le sang pour voir s'il y a une exposition à la varicelle avant de commencer en fait donc un traitement. Et s'il n'y a pas eu, on vaccine contre la varicelle pour prévenir ce type d'infection sous traitement, hein, qui peut donner des infections plus sévères chez les personnes qui ont un système immunitaire donc supprimé, ce qu'on appelle une immunosuppression par un traitement. La vaccination contre la grippe chaque année, donc ça, j'encourage toujours. Et en fonction du type de traitement, alors c'est vrai que si c'est des traitements de type la Copaxone, le Rebif, donc les traitements qui modulent seulement le système immunitaire, la vaccination en fait donc contre la grippe, elle peut se faire à tout moment. Pour les autres traitements, comme les infusions, souvent on essaye de faire cette vaccination le plus loin de la dernière dose, en se donnant une semaine ou deux, si possible, avant la prochaine dose. Donc, par exemple, le rituximab qui se donne tous les 6 mois, généralement à partir du 4e, 5e mois, on peut faire ces vaccins. Pas parce qu'ils sont dangereux de faire avant, mais simplement ce sont des médicaments qui suppriment votre réponse immunitaire. Donc, si vous faites le vaccin au moment où votre système est supprimé, vous n'allez tout simplement pas faire une réponse. Donc, autant le faire plus à distance dans le dernier mois avant la prochaine dose pour que vous faites une réponse à ce vaccin. Et puis très important chez l'enfant, c'est ce suivi cognitif, ce suivi au niveau scolaire, avec, là je vous détaille un petit peu les particularités, ça peut vraiment être très léger, très discret. Le plus souvent, c'est des difficultés au niveau de l'attention, la vitesse de traitement de l'information également, parfois aussi en parallèle la vitesse de la manipulation fine, donc notre dextérité au niveau des mains. La mémoire visuelle également est souvent atteinte, donc en n'écrivant pas les choses, mais en voyant les choses au tableau, par exemple, la difficulté à enregistrer. Et puis souvent, il y a des petites subtilités langagières, hein, donc il n'y a pas une atteinte au niveau du langagier du tout significatif sévère, mais souvent il y a des petites subtilités langagières qui ressortent lorsqu'on fait des bilans cognitifs. Et donc moi, j'aime bien prévoir un bilan qui regarde ces différentes tâches cognitives, en tout cas au début, et puis j'aime bien le faire tous les 2-3 ans pour s'assurer qu'il n'y a pas de difficultés qui apparaissent, parfois qui sont légers. C'est important parce que ça peut parfois motiver un changement de traitement si on voit que sur le plan moteur, tout va très bien,
mais que sur le plan cognitif, il y a vraiment des difficultés. Et puis, c'est important aussi parce que parfois, ces difficultés cognitives peuvent avoir des impacts par la suite quand vous choisissez votre profession, vous arrivez à l'âge adulte, à la vie professionnelle. C'est à ce moment-là que ces difficultés cognitives, tout d'un coup, peuvent devenir problématiques. Donc, souvent également dans le suivi à l'imagerie, on suit un peu le volume, si vous voulez, global au niveau du cerveau pour nous donner aussi une appréciation peut-être un peu indirecte, mais aussi une appréciation du fonctionnement. Et puis, il y a des tests qui peuvent se faire, donc également très, très rapidement, en 15 minutes, lorsqu'on vous voit en consultation, qui peuvent nous aider un tout petit peu à dépister éventuellement ces difficultés. Alors, en conclusion, j'aime bien ce schéma parce que je trouve que ça touche un petit peu tous les différents aspects. Ça touche en fait, alors nous, on connaît une partie de ces aspects-là, mais on connaît loin pas en fait. Donc, tout ce que c'est de vivre avec une sclérose en plaques. Il s'agit vraiment d'une maladie qui est très individualisée, donc le traitement est très individualisé. Je pense qu'il faut que vous ayez confiance avec le neuropédiatre, le médecin qui vous suit pour que vous ayez toutes les informations. Je pense qu'en ayant toutes les informations par rapport au traitement, vous arrivez à prendre une décision éclairée qui vous convient. Et puis, je pense que c'est toujours un dialogue avec le médecin. C'est pas une décision en fait donc qui est prise et puis qui doit se maintenir en fait. Donc sur des années à suivre, le traitement il s'adapte en fonction de vos besoins, en fonction d'éventuelles poussées. Et puis c'est très important que vous ayez cette notion de contrôle sur les facteurs environnementaux finalement qui vous revient. Ça c'est la partie en fait donc que seulement vous contrôlez. Le régime alimentaire, le poids, l'activité physique régulière. Voilà. Très bien, je vais essayer de reprendre l'écran. Alors, voilà. En tout cas, merci beaucoup pour cette présentation qui était vraiment riche et bien complète. Alors, entre-temps, j'ai eu 3 questions. Donc, on a en tout cas un quart d'heure pour pouvoir prendre des questions. Donc, est-ce que la consommation de beaucoup de produits laitiers, beaucoup de fromage, beaucoup de lait et beurre pendant l'adolescence peut faciliter la manifestation de la CEP? Alors c'est une bonne question. Alors il y a l'avantage des apports en vitamine D. Mais généralement, moi je dis une consommation plutôt modérée. Après, tous ces facteurs au niveau de la diète, en soi, de manière isolée, ne sont pas du tout causales de la maladie. Et puis, au niveau de la diète, c'est surtout le suivi, en fait, donc, de la maladie, en fait, donc, que l'on connaît. Moins le côté début des symptômes. La vitamine D a été beaucoup investiguée. On sait que des personnes qui ont une vitamine D diminuée sont plus à risque de développer la maladie, et des personnes qui gardent un taux de vitamine D bas sont également plus à risque d'avoir une maladie plus active avec plus de poussée. Mais autrement, le régime, les différentes composantes du régime, c'est vraiment dans le suivi de la maladie. C'est l'effet en fait donc, de la maladie une fois en cours que l'on connaît bien chez l'adulte et puis que l'on commence à connaître chez l'enfant. Et généralement, je dis plutôt une consommation modérée de produits laitiers. OK. Et puis, est-ce que s'infecter volontairement avec le virus qui protège pourrait faire varier l'évolution de la maladie? Alors, le virus qui protège, donc c'est le CMV. Il faut savoir que si on regarde un petit peu dans la population générale qui ont été infectés avec le CMV,
les pourcentages sont élevés, hein, donc on est entre 70 à 80% de la population qui ont été exposés à ce virus, peut-être sans faire de symptômes, et qui sont maintenant immunisés. Donc quand on teste dans le sang, ils ont fait des anticorps contre ce virus. Donc c'est de loin pas un facteur isolé, mais ce qu'on a regardé, c'est que en effet, et puis ça c'est vraiment quelque chose qui a été beaucoup élaboré chez les enfants, parce qu'on s'est posé la question, est-ce que l'exposition à un virus précocement dans la vie, alors que le système immunitaire il est en cours de développement, est-ce que ça a un impact? Alors, pas tellement de différence avec l'adulte, mais très certainement, voilà, un virus qui est plus présent chez les personnes qui développent une maladie auto-immune, et puis un virus qui est moins présent, encore une fois, de manière isolée. C'est vraiment l'ensemble de ces facteurs, en fait, donc, qui donnent cette prédisposition. D'accord. Et puis, est-ce que pour une adolescente de 16 ans, grande taille adulte, qui ne peut pas prendre le Gilenya, raison cardiaque, est-il raisonnable de prendre le Tecfidera? Alors, oui, il y a, donc si on part effectivement sur un traitement par la bouche comme option, le Tecfidera est tout à fait possible. En termes, alors après, ça dépend un petit peu de la maladie. En termes d'efficacité, on est peut-être un tout petit peu moindre avec le Tecfidera par rapport au Gilenya, donc on est peut-être un petit peu entre les deux. Donc si c'est une maladie qui est très active, très inflammatoire, et que le Gilenya n'est pas une option, probablement, alors encore une fois, sans avoir vu l'imagerie, par exemple s'il y a une atteinte au niveau de la moelle, tous ces éléments en fait donc sont à prendre en compte, mais plutôt j'irais sur l'option du Tysabri ou bien du rituximab. Et puis le rituximab, c'est un traitement qui est très similaire à l'Ocrevus, qui est un traitement donc qui se donne également une fois tous les 6 mois. Donc on commence en avril à avoir une étude randomisée ici à Genève où les enfants qui sont sous Gilenya, enfin au moment de mettre l'enfant sous Gilenya, si ils sont dans l'étude, ils auront la possibilité d'être dans le groupe Ocrevus, donc encore une fois très similaire au rituximab. Et donc, je pense que l'Ocrevus, en fait, donc, va être très rapidement une option en pédiatrie. Et ce serait une option similaire au Gilenya, voire un petit peu mieux en termes d'efficacité. Le Tecfidera, on baisse un tout petit peu en efficacité. Donc, ça dépendra vraiment du degré de la maladie, du nombre de poussées. Merci. Et puis, quand vous parliez des traitements, vous disiez les infusions. Est-ce qu'on peut le traduire par injection et perfusion? Oui, donc injection, c'est quand on a la seringue et puis on se pique dans le ventre, on Voilà. se pique dans le muscle en fonction. Donc c'est en une dose isolée. Une infusion ou c'est un médicament que l'on passe en intraveineux, donc on pose un cathéter et puis on passe le médicament tranquillement sur quelques heures. Donc ça demande de passer dans un centre de soins, en ambulatoire, hein, c'est pas une hospitalisation, mais ça demande d'être fait en présence d'une équipe infirmière, d'un médecin. Et puis, une fois que l'infusion est passée, l'enfant rentre à la maison. Et puis, le prochain est dans un mois si c'est le Tysabri, ou 6 semaines, on espace aussi un petit peu, ou bien dans 6 mois. Donc, une infusion, c'est sur une plus longue durée, et puis c'est en milieu hospitalier. Merci. Et puis, est-ce que pour les jeunes étudiants, les tests cognitifs sont aussi utiles? Absolument. Alors, il y a, comme je vous disais, des tests de dépistage que l'on peut faire quand on se voit en consultation, des tests qui peuvent prendre une quinzaine de minutes, qui permettent un tout petit peu d'avoir un premier abord. Et puis, le bilan neuropsy, généralement, c'est en 3 fois, parce que si
vraiment il y a une importante fatigue, ça fausse un petit peu ces tests si on le fait tout en une fois. Donc on essaie de les faire en plusieurs fois pour pas que l'élément de fatigue en fait donc influence les résultats. Et puis c'est un bilan que je propose toujours de faire au début. Et puis parfois seulement s'il y a des signes d'appel ou sinon plus régulièrement, voilà, tous les 2-3 ans. Et puis ici, c'est l'équipe donc neuropsy du côté adulte qui fait ces bilans parce que ce sont des bilans un peu plus ciblés pour les personnes avec une sclérose en plaques. D'accord. Et puis, une autre question où peut-on avoir un suivi alimentaire? Alors, donc le suivi alimentaire, généralement, ça se fait par une diététicienne qui peut se faire à l'extérieur ou normalement dans l'hôpital où vous êtes suivi. En pédiatrie, il y a toujours des diététiciennes qui sont présentes ici aux ZUC. Donc, il y a une consultation, Ouais. donc pas spécialisée pour la sclérose en plaques, mais spécialisée pour des enfants qui sont atteints d'une maladie chronique et qui ont soit des soucis au niveau de poids ou bien simplement qui veulent être informés de comment eux ils mangent. Donc souvent ils commencent par faire un peu un agenda de leurs apports sur quelques jours et puis comment ils peuvent l'améliorer. Donc ça peut se faire simplement une ou deux fois ou ça peut être un suivi un peu plus long si notamment il y a un problème de poids. Bah, merci. Comme ça, c'est aussi une information que je vais pouvoir passer plus loin si j'ai d'autres questions de cet ordre-là, parce que c'est souvent l'alimentation est souvent une thématique qui revient dans les conseils qu'on donne. Mhm. Et puis, du coup, j'ai plus de questions. Par contre, j'ai une remarque qui est merci pour le webinaire. Donc, il y a une dame qui vous remercie. Et puis, je crois qu'on a encore 2-3 minutes. Je crois qu'il y avait des études ou 2 études dont vous auriez voulu parler. Est-ce que vous voulez le faire maintenant? Alors, il y a une étude que j'ai brièvement Mhm. mentionnée avec le nouveau traitement qui sort chez les enfants, donc qui est maintenant connu depuis quelques années chez l'adulte et qui se rapproche beaucoup du rituximab, qui est un traitement très bien connu chez l'enfant, d'où le fait que on peut plus facilement l'introduire à l'âge pédiatrique. Mais ce sera une étude où les enfants seront soit mis sous Ocrevus, soit sous Mhm. Gilenya. Donc le Gilenya, c'est le traitement par la bouche, un comprimé par jour. Et puis l'Ocrevus, ce serait des infusions. Donc la première infusion, elle se fait en 2 temps. Et puis ensuite, c'est une infusion qui se fait une fois tous les 6 mois. Euh, Beaucoup de ces infusions aussi, il faut le dire, commencent à se faire à la maison. Donc, quand je vous ai dit il faut venir à l'hôpital, initialement oui, pour s'assurer que ce sont des traitements qui sont bien tolérés. Souvent aussi, on combine par une consultation, donc ça permet de voir comment l'enfant se porte. Mais de plus en plus, en fait, donc, on met en place un suivi à la maison avec des infirmières qui passent pour donner le médicament. Donc, pas besoin de venir à l'hôpital. Et puis, donc ça, c'est une première étude qui doit normalement débuter en avril. Et puis, une deuxième étude, en fait, donc c'est une étude que j'ai mis en place aux États-Unis qui touche plus particulièrement, en fait, donc ces difficultés Mhm. cognitives chez les enfants et puis chez les adolescents et qui regarde l'impact de l'activité physique sur ces difficultés cognitives. Et puis, comme toujours, c'est très facile de dire, hein, il faut faire de l'activité physique, il faut aller à la gym, mais chez l'enfant, il n'y a pas toujours cette option. Donc, on essaye de trouver une autre combinaison. Et puis, on a utilisé la réalité virtuelle avec des headsets, avec des jeux, donc où on a vraiment une activité physique. Hein, on transpire en fait, donc en faisant ces séances. Et puis de voir chez les enfants en faisant 3 séances par semaine s'il y a un impact sur ces différents symptômes et plus particulièrement s'il y a un impact sur les difficultés cognitives. Donc ça, c'est aussi une étude enfin, qui me prend plus particulièrement à cœur, mais que l'idée, c'est de le reprendre ici en Suisse prochainement.
Mmh. Et quand vous parlez de headset, c'est donc, ces lunettes, virtuelles, hein, où on voit un écran. Exactement. Quand on est dans OK, un monde virtuel, on voit pas ce qu'il y a c'est autour. ça. On les utilise maintenant en fait donc aux UG pour Oui. tout ce qui est traitement douloureux en fait, donc plus particulièrement aux urgences. Et Mmh. puis vendredi passé, on a fait une ponction lombaire avec le headset, ça s'est très très bien passé. Ah super. Donc c'est une mesure de distraction, bien sûr, on anesthésie aussi l'endroit où on fait la ponction, mais ça permet vraiment de voilà de Mmh. faire en sorte qu'à la fin de la ponction, l'enfant a dit qu'elle a particulièrement aimé le jeu. Enfin, c'était en l'occurrence. Et puis la ponction, elle en parlait pas, donc c'était le but. Donc super. Bah, voilà, je crois qu'on est vraiment, pile poil, 18:15, donc on a bien respecté le timing. Je vous remercie en tout cas pour toutes, ces informations que vous nous avez communiquées, ce soir. Et puis, je vous remercie en tout cas toutes et tous d'avoir participé à ce webinaire. J'espère qu'on a pu répondre en tout cas à toutes les questions que vous aviez. Et puis, si c'est pas le cas, ben, vous pouvez toujours nous contacter sur l'infoline CEP, donc au 0844 737 463, et puis du lundi au vendredi de 9 heures à 13 heures. Autrement, nous envoyer un mail sur l'infoline et puis on tâchera d'y répondre ou en tout cas de vous rappeler si vous avez besoin. Et puis, nous avons également maintenant une rubrique consacrée aux enfants atteints de CEP sur notre site internet. Et puis, je vous invite donc à y faire un tour. Et en tout cas, je vous remercie vraiment de votre participation. Et puis, je vous souhaite à tous et toutes une belle soirée. Merci. Merci Au et bonne revoir. soirée. Au revoir.